BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce club BFM Crypto en direct avec mes invités. Jonathan Erskovici, fondateur de Stack Insat, qui est en visio avec nous, va être avec nous en direct dans un instant. Après, Jonathan, votre analyse sur ces cours, je sais que vous n'aimez pas que je vous pose cette question, mais enfin là, ça mérite quand même d'être un petit peu discuté sur ce qui se passe sur le cours du Bitcoin. Alors effectivement, déjà bonjour Sandra, bonjour Grégory, bonjour Tanguy. Alors effectivement, je me doutais que vous alliez me poser cette question comme d'habitude. C'est une habitude sur ce plateau. Donc oui, effectivement, Bitcoin a un peu chuté. Donc je vous rappelle qu'il était à 125 000 dollars en ce début de mois d'octobre. Et aujourd'hui, il a retouché les 100 000. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est toujours l'offre et la demande. Il faut voir Bitcoin sur un horizon long et il y aura toujours des soubresauts de court terme, mais ça n'enlève rien aux propriétés finalement du Bitcoin en tant que réserve de valeur, en tant que moyen de paiement, et l'utilité est toujours efficace, que ce soit justement sur la réserve de valeur ou le moyen de paiement. Je vous vois bouger de la tête, Jonathan, et je vais devancer ce que vous allez dire, parce que je vais même mettre le graphique de l'évolution de Bitcoin sur les 3 dernières années. Vous avez l'habitude de faire ça et vous avez raison de le faire. Il faut voir ça sur le long terme. On va regarder ce que ça donne. Évidemment, cette baisse, finalement, elle devient vraiment pas importante quand on regarde les années. Évidemment, voilà, c'est une toute petite baisse au vu de ce qui s'est passé, ne serait-ce que par rapport à novembre 2022, comme on voit sur ce graphique. C'est ça que vous alliez me dire, Jonathan Erskovici? Alors oui, c'est vrai que je suis habitué sur ce plateau justement à parler de la même chose. Mais pour moi, en fait, c'est vrai que Grégory parle de cycle. Moi, effectivement, en tant que bitcoiner maximaliste, j'ai jamais aimé ce terme de cycle. Pour moi, en fait, Bitcoin est en bull run perpétuel. Et effectivement, lorsqu'on dézoome, on voit que le prix du Bitcoin ne fait qu'augmenter. Tout simplement parce que son utilité a de plus en plus percé dans le monde. Et finalement, on n'est qu'au début de cette adoption. Et effectivement, de toute façon, il faut voir Bitcoin sur un horizon de 4 ans minimum. C'est ce qu'on conseille à tous nos clients chez Stack Insat. Et effectivement, lorsqu'on a cet horizon de 4 ans, vous avez un minimum de 140% de performance. Donc, il y aura évidemment toujours des soubresauts de court terme. Peut-être que Bitcoin va passer en dessous des 100 000 d'ici la fin de l'année. Mais encore une fois, lorsqu'on se projette sur un temps long, c'est inéluctable. Bitcoin va aller chercher le million de dollars. Après, évidemment, on ne sait pas dans combien de temps, si c'est dans 5, 10, 20 ans. Mais compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde, de l'augmentation des dettes, justement des finances publiques qui sont extrêmement dégradées, et ça, on en parlera juste après, le prix du Bitcoin, c'est inéluctable, montera encore et encore vers ce million de dollars que tout le monde attend. Et le tout dans cette réglementation, dans le cadre de cette réglementation européenne, qui est une chance. C'est marrant, vous le dites de cette façon-là à chaque fois, alors que parfois, voilà, c'est montré du doigt, cette forte réglementation européenne, mais après tout, ça aide à structurer le secteur. Quelle belle transition vous m'avez offert en parlant de l'Assemblée nationale. Évidemment, on en a beaucoup parlé depuis la semaine dernière aussi avec vous, Grégory Raymond, cette arrivée finalement des sujets crypto, du sujet Bitcoin à l'Assemblée nationale. Jonathan, 2 actus fortes. Éric Ciotti a donc déposé cette proposition de loi pour faire du Bitcoin un actif stratégique national. De l'autre, l'Assemblée nationale qui vient de voter un impôt sur la fortune improductive. On va y revenir tout à l'heure. Souveraineté d'un côté, fiscalité de l'autre. On ne sait plus trop si la France veut faire avancer les choses ou les freiner, Jonathan. Sandra, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a 2 France. On a une France qui commence à comprendre que Bitcoin peut être un levier de souveraineté économique, et une autre qui continue à le traiter comme un simple produit spéculatif à taxer. Et cette contradiction, on la voit jusque dans les dossiers industriels. Donc effectivement, première chose, et la semaine dernière, finalement, on a eu un contraste absolu entre, pour la première fois, et ça, moi, en tant que Bitcoiner, j'en rêvais, qu'on parle enfin de Bitcoin à l'Assemblée nationale. Et je remercie Éric Ciotti, le député Éric Ciotti, de l'avoir fait. Et c'est tout simplement extraordinaire. Alors, on peut dire que mieux vaut tard que jamais. Et Éric Ciotti, globalement, alors je sais que vous en avez déjà parlé, mais effectivement, il a annoncé son souhait de créer une réserve stratégique en Bitcoin. Alors, après, on peut polémiquer sur le chiffre de 420 000 BTC qui peut paraître stratosphérique. Ouais. Voilà, il a parlé
justement d'intégrer des produits financiers indexés au Bitcoin comme les ETN dans des PEA ou dans des livrets Bitcoin, encourager justement l'émergence des stablecoins euros, ce qui va à l'encontre de ce qui est dit aujourd'hui justement par les instances politiques avec cet euro numérique. Et Eric Ciotti a dit clairement qu'il était opposé. Et enfin, et ça c'est effectivement l'actualité aujourd'hui, avec Exaion, et Eric Ciotti a proposé justement de renforcer finalement l'industrie du minage en France. Je vous rappelle qu'on a une société qui s'appelle EDF, qui est un leader du nucléaire. L'idée, c'est justement de récupérer les énergies excédentaires pour justement créer du Bitcoin et justement acheter du Bitcoin pour créer cette fameuse réserve stratégique. Donc c'est une vraie vision de souveraineté monétaire et industrielle en France. Et on ne peut que saluer cette proposition d'Eric Ciotti, qui avait alors aussi, il faut expliquer que comment dire, Sarah Knafo avait eu aussi cette ambition, mais plutôt à l'échelle européenne. Et là, en gros, c'est la première fois qu'un député français parle de Bitcoin à l'Assemblée nationale. Donc c'est tout simplement une nouvelle extraordinaire, en tout cas pour un Bitcoiner comme moi. C'est pour ça, Jonathan, qu'il y a une contre-offre qui s'est organisée entre-temps pour une contre-offre française qui est en préparation pour éviter de tomber dans ce piège-là, peut-être. Alors oui, alors j'aimerais quand même revenir 2 secondes sur le petit désaccord qu'on a eu avec Greg. Effectivement, Pierre Persson avait, et d'ailleurs je l'en remercie, et on l'avait d'ailleurs invité au premier Surfing Bitcoin, mais effectivement, c'est lui qui avait initié, on va dire, la dimension crypto-actif. Et à ma connaissance, il n'avait jamais parlé de Bitcoin explicitement. Là, Eric Ciotti, dans ses propositions, il parle de Bitcoin et pas de crypto. Donc pour moi, en tant que Bitcoiner maximaliste, cette différence est considérable. Sur Alors Exaion. maintenant, sur Exaion, déjà en plus, donc là pour le coup, on peut remercier Greg, parce que c'est The Big Whale, je crois, qui a sorti cet exclu, si je dis pas de bêtises, Greg, mais on globalement, travaille on a beaucoup sur le entendu. sujet, oui. Alors, je pense que c'est probablement Greg qui serait plus à même de répondre à cette question mieux que moi, mais qui avait justement un consortium qui était en train de se créer pour essayer de faire une contre-offre par rapport à l'offre de Mara, l'offre de rachat. Alors effectivement, c'est pas un rachat total, parce que je crois que ça concerne 64% de la société, Oui. et Greg aussi a raison de dire que c'est une société qui perdait de l'argent. Mais là, clairement, on est dans une logique d'investissement à long terme sur un actif souverain extrêmement stratégique pour la France. Donc moi, personnellement, je suis plutôt en faveur de ce consortium français, même si, et on le sait d'avance, malheureusement en France, on n'a pas les reins assez solides pour concurrencer les Américains. Mara, c'est une société qui est cotée au Nasdaq, si je ne dis pas de bêtises, qui a justement un puissant fonds de cash, sachant que eux sont spécialisés justement aussi sur le minage de Bitcoin, et c'est une société qui gagne beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à croire que cette initiative risque d'échouer. Là, on est plutôt, et ça Greg le disait, sur une dimension politique, où le Premier ministre aujourd'hui, et c'était d'ailleurs l'objet de la question au gouvernement d'Eric Ciotti hier, qui justement, lui, dans une logique de souveraineté nationale, de souveraineté énergétique, de souveraineté numérique, s'est opposé au rachat de cette société. Et aujourd'hui, c'est dans les mains justement du gouvernement, du Premier ministre, qui peut mettre un veto sur cette opération et justement trouver d'autres sources de financement. Alors évidemment, en ne dégradant pas les finances publiques de la France, mais il est possible, je pense, pour EDF ou d'autres sociétés qui gagnent de l'argent, d'investir dans cette société et finalement d'investir dans l'avenir du pays, parce que que ce soit le calcul haute performance ou le minage du Bitcoin, je pense que c'est des industries qui seront au cœur des 10 prochaines années ou des 20 prochaines années. Donc ça me paraît indispensable dans une logique de souveraineté, finalement, de garder cette pépite française, même si Greg a raison, qu'il perdait de l'argent. Bon, Jonathan, cette taxe finalement sur la fortune improductive, est-ce que c'est cohérent? Alors je rejoins mes compagnons de plateau aujourd'hui pour dire que déjà je suis pas un spécialiste de la fiscalité. Effectivement, c'est un peu hors champ de mes compétences, mais ce qu'on peut dire, c'est que il y a début septembre, on nous parlait de la taxe Zuckman, qui justement a été de mon point de vue je veux dire supprimée du projet de loi, et je pense que c'est une bonne nouvelle. On parlait, je crois, d'ultra riches, et là finalement ce seuil a été baissé à 1,3 million. Alors, Greg a raison que ça concerne probablement beaucoup moins de personnes,
mais que la taxe Zuckman, mais de taxer un stock à 1%, pour moi, c'est un non-sens économique, que ce soit évidemment sur les cryptoactifs ou Bitcoin, que ce soit même sur le fonds en euros qui rentre, si je ne dis pas de bêtises, dans l'assiette de cet impôt sur les actifs dits improductifs. Et ça, c'est vrai qu'on peut se dire quelle est la définition d'improductif. Enfin, j'ai du mal à qualifier cela, mais bon, je pense que aujourd'hui, les députés cherchent désespérément à équilibrer le budget, et plutôt que de baisser les dépenses, ils cherchent à taxer outrageusement les Français, ce que je trouve être des mesures politiques qui ne vont pas dans le bon sens. Voilà mon commentaire sur le sujet. Merci d'être venu dans cette émission. On retrouve évidemment en podcast, en replay, surtout nos réseaux sociaux aussi. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une très bonne après-midi sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.